Bienvenue donc dans ce troisième chapitre du thème numéro 3, corps humain et santé, qui s'intitule Aider le corps à se défendre. Rappelez-vous que votre système de défense agit en deux temps. Tout d'abord avec une première réponse rapide et non spécifique qu'on appelle la réponse immunitaire innée. D'accord, elle est basée sur la phagocytose et la réaction inflammatoire. Puis ensuite, une réponse immunitaire adaptative qui est basée sur la reconnaissance donc des antigènes, donc des molécules présentes sur les micro-organismes. Imaginons ici qu'il y a un virus de la grippe qui attaque votre corps et que cette première réponse innée soit inefficace, eh bien, vous allez avoir une reconnaissance des antigènes, par exemple ici l'hémoglobine H, et puis ici donc la neuraminidase N pour le virus de la grippe. Eh bien, cette reconnaissance va être faite par deux sortes de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes T vont plutôt s'intéresser aux cellules infectées par les virus et vont les détruire, alors que les lymphocytes B vont produire des armes spécifiques contre cet antigène, c'est-à-dire des anticorps spécifiques pour inactiver, et non pas détruire, mais inactiver le virus. S'ensuit ensuite une coopération entre les lymphocytes et les phagocytes qui vont être capables d'avaler donc soit les débris de cellules, soit les virus donc inactivés par les anticorps. L'infection la plupart du temps est maîtrisée, mais la question qu'on peut se poser c'est que se passe-t-il pour un organisme dont les défenses immunitaires sont un peu affaiblies, ou alors lorsque l'infection est très importante et que ce système-là ne suffit plus. C'est-à-dire comment la connaissance des fonctions de notre système de défense va permettre de développer donc des pratiques médicales à la fois curatives, c'est-à-dire pour soigner, et préventives, c'est-à-dire en amont de l'arrivée de la maladie. Premier exemple, comment protéger les individus par la vaccination. Alors quand on vous parle de vaccination, automatiquement vous pensez à votre carnet de santé et donc aux vaccins qui sont inscrits dedans. Votre carnet de santé, vous l'avez ici, je vous donne un exemple. D'accord, donc on inscrit dessus la date à laquelle vous avez fait votre vaccin, le type de vaccin, on colle donc une étiquette, le tampon du docteur, et puis surtout la date à laquelle vous devez refaire votre rappel. Alors souvent, vaccin est synonyme de piqûre, donc c'est pas forcément quelque chose de très très agréable. Depuis tout petit, vous subissez entre guillemets ces vaccins. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors ces vaccins, vous les avez ici en photographie. Alors, si je vous dis par exemple Priorix, si je vous dis Pentavax, si je vous dis Infanrix, etc., sont des noms que vous connaissez. Et puis pour moi, plus tard, vers 45 ans, le Repevax, par exemple, qui est important, on verra que ces rappels, évidemment, ont un rôle essentiel. Alors, de quel vaccin on parle? On parle de vaccins trivalents, dans lesquels on va trouver trois sortes d'antigènes, des vaccins tétravalents, des vaccins ensuite pentavalents, des vaccins hexavalents, pardon. Donc ça veut dire qu'on va rajouter dans certains vaccins plusieurs types de défense, de défense préventive pour votre corps. Donc on va lui permettre de se prémunir contre plusieurs maladies. Alors les vaccins qui sont déjà obligatoires, c'est par exemple celui contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, par exemple ce vaccin ici. Ensuite, les vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, le ROR, que vous avez peut-être, vous avez tous de toute façon eu, le vaccin contre la coqueluche, contre l'hépatite B, contre le méningocoque, le pneumocoque et une bactérie Haemophilus, d'accord? Alors, c'est important de comprendre que toutes ces maladies liées à ces microbes, les noms de maladies qui sont cités ici sont extrêmement dangereuses, et donc on voit bien que cette vaccination est obligatoire. Donc si elle est obligatoire, c'est qu'elle est aussi peut-être utile. Alors, pour remonter, comprendre ce qu'est une vaccination, il faut faire un petit peu d'histoire. Donc on va comparer ce qu'on appelle la variolisation avec la vaccination contre la variole. Donc on remonte assez loin dans le temps et on va étudier cette maladie, d'accord, qu'on appelle la variole ou petite vérole, qui est une maladie liée à un virus, d'accord, qui est caractérisée par l'apparition de grosses pustules sur tout le corps. Vous l'avez ici donc sur la photographie et sur la gravure qui est en dessous. Donc ça fait vraiment une maladie avec des symptômes extrêmement désagréables et surtout une maladie extrêmement contagieuse et très très souvent mortelle. Alors cette maladie a fait des ravages dans le monde entier depuis l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors depuis très longtemps, les Chinois, vous avez une gravure ici, les Chinois donc avaient constaté qu'une personne qui avait guéri de la variole ne l'attrape plus. Donc, en observant que certaines épidémies donnaient une variole moins grave, non mortelle, eh bien, certains Chinois contractaient volontairement la maladie en frottant leurs bras contre les pustules d'un malade. Donc, ils espéraient comme ça être protégés par la suite lors des épidémies plus dangereuses. Alors, cette première technique qui consistait à servir d'un microbe pour se protéger contre la maladie s'appelle la variolisation et elle a été importée en Angleterre et au début du XVIIIe siècle. Mais alors évidemment, les accidents étaient vraiment très très fréquents. Donc n'oubliez pas que c'est une maladie virale et que le virus est ici ce qu'on appelle le pox virus. Plus tard, contre cette variole,
on arrive au XVIIIe siècle, un médecin anglais, donc Jenner, constate que les fermiers qui avaient contracté une maladie de la vache qu'on appelle le cowpox, c'est-à-dire une maladie très très proche, donc dont le type de virus est très proche de celui de la variole, eh bien ces fermiers qui avaient attrapé donc la maladie de la vache, le cowpox, n'attrapaient jamais la variole, d'accord, et en plus ne réagissaient pas du tout à la variolisation. La cowpox est une maladie vraiment bénigne, hein, avec la fièvre pendant quelques jours, quelques pustules évidemment sur les mains des vachers, sur les pieds des vaches, vous les avez ici, donc ces pustules sur les pieds des vaches, ou sur une pustule vraiment très très ronde et de très grosse taille, mais par contre en moins grande quantité, à l'inverse d'accord de la variole. Eh bien, en 1796, Jenner a eu une idée très simple. Il a eu l'idée d'inoculer le pus, en fait, le liquide d'une pustule d'une vache à un enfant, d'accord. Donc cet enfant va développer la maladie, le cowpox. Quelques temps plus tard, donc, il a guéri de cette cowpox et Jenner lui a inoculé cette fois le pus d'un varioleux, c'est-à-dire le pus dans lequel il y avait effectivement encore des microbes atténués de la variole humaine. Eh bien, l'enfant n'est pas tombé malade. Cette pratique, qui n'est absolument pas dangereuse, va se répandre en Angleterre puis ensuite en France, et elle va prendre le nom de vaccination. Alors pourquoi vaccination? Parce que la maladie, la variole bovine, donc la cowpox, s'appelle la vaccine, du latin vacca qui veut dire vache. Donc le mot vaccination vient de ça, de cette technique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à la suite des travaux donc, de Pasteur sur les microbes, on n'oublie pas que Pasteur, ça a été quand même le premier à dire qu'il n'y avait pas de génération spontanée, c'est-à-dire que les microbes étaient à l'extérieur, n'étaient pas dans la matière, donc ne décomposaient pas la matière parce que l'élément était dedans, mais que les microbes étaient à l'extérieur de la matière et qu'il y avait une contamination par des microbes. C'était les premiers aussi à les observer. Donc Pasteur comprend que ces virus responsables de la variole et de la vaccine étaient relativement proches. Donc finalement, les défenses de notre corps vont s'adapter aussi bien au premier et donc vont vous défendre contre le deuxième. Donc cette vaccination a été rendue obligatoire à partir de 1902. Elle va se répandre dans le monde dans les années 50. C'est quand même relativement récent cette histoire de vaccination. Et la variole va régresser rapidement et va disparaître complètement en 1977. Donc depuis 1980, on ne vaccine plus contre la variole. Donc cette maladie a été éradiquée, c'est-à-dire éliminée grâce à la vaccination. Donc pour tous ceux qui se poseraient la question de savoir à quoi sert la vaccination et si un vaccin n'est pas dangereux, remontez un petit peu dans le temps et voyez à quel point les débuts de la vaccination ont permis quand même d'éradiquer pas mal de maladies mortelles. Alors, si on veut résumer, la variolisation est donc le fait de se contaminer volontairement par une forme moins grave de la variole en espérant être protégé. Donc c'est une méthode aléatoire et très peu efficace, qui a plus tard été remplacée par une technique beaucoup plus efficace, c'est-à-dire la vaccination, c'est-à-dire le fait de protéger le corps contre une maladie en injectant du pus d'une maladie donc avec une forme plus bénigne, c'est-à-dire moins dangereuse. Cette méthode étant plus sûre et plus efficace. Rappelez-vous donc l'expérience de Jenner en 1796. Donc il a prélevé du pus de cowpox soit sur le pied d'une vache, soit sur la lésion bien ronde d'une fermière. Il a inoculé ce pus donc à un petit garçon, vous l'avez ici donc, le petit garçon qui se fait donc vacciner, il va donc développer cette maladie, le cowpox, qui est une maladie bénigne avec un peu de fièvre et des boutons. 2 mois plus tard, le garçon guérit du cowpox et on lui inocule, donc c'est là où il fait la vaccination, on lui inocule donc la variole. Et cette fois, on se rend compte que l'enfant a été protégé de la variole grâce à l'injection donc du pus de cowpox qui était donc lié à un virus de la même famille que la variole humaine. Alors, comment a-t-on élaboré la première technique de fabrication d'un vaccin? Eh bien, il faut remonter en 1879 avec les travaux de Pasteur. Donc, il étudie les microbes responsables du choléra des poules. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inoculé à des poules une vieille culture microbienne qui avait été oubliée depuis plusieurs semaines. D'accord? Il observe à ce moment-là que les poules ne meurent pas. Les vieilles cultures, d'accord, de microbes ont donc perdu leur virulence entre guillemets. Ensuite, Pasteur inocule une culture par contre beaucoup plus agressive aux poules qui ont été rescapées de la première expérience, et puis à des poules qui sont robustes, c'est-à-dire soit aux poules rescapées, soit aux poules robustes. Et bien le lendemain, il va constater que les premières poules, celles qui avaient résisté à la culture ancienne de microbes, eh bien elles sont vivantes, alors que les poules, les autres qui étaient pourtant robustes, eh bien sont mortes. Une telle culture microbienne, donc très atténuée, très ancienne, hein, très vieillie, eh bien, va permettre à l'organisme de résister à la maladie. Donc ça, ce sont les travaux, ce sont des extraits des travaux de Pasteur. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous reproduisiez sous forme de schéma ces expériences et les résultats obtenus. Donc, même chose, vous faites le travail sur votre cahier et vous arrêtez la vidéo et vous la remettez pour avoir la réponse. Voilà donc à quoi ressemble cette expérience. Moi, c'est un schéma d'interprétation. Vous aurez pu le faire autrement. Vous n'êtes pas obligé de dessiner les poules non plus. Alors, imaginons une culture fraîche de bactéries qui, pendant 15 jours, vieillissent et
Pasteur a donc inoculé cette culture vieillie de bactéries à des poules qu'on appelle les poules A. D'accord? Ces poules A vont survivre. Donc le résultat, c'est ça. Ensuite, deuxième expérience, il prend toujours une culture fraîche de bactéries, responsable du choléra bien sûr, et il va inoculer donc cette culture fraîche de bactéries aux poules ici qui ont survécu, c'est-à-dire les poules du groupe A, ce sont les mêmes, elles sont là, d'accord? Eh bien, les poules survivent également à cette culture extrêmement agressive de bactéries du choléra. Expérience 3, il inocule aussi cette culture fraîche de bactéries du choléra à des poules d'un lot B qui sont très robustes, et bien les poules meurent du choléra. Voilà donc la schématisation des travaux de Pasteur. Alors, si on veut analyser les résultats, on fait un tableau. Ici, je décris les résultats, c'est l'observation, donc je vois que, et je les interprète, j'en déduis que. Première expérience ici. D'accord? Je vois que les poules ont survécu à l'injection de vieilles bactéries du choléra. Qu'est-ce que j'en déduis? Que les bactéries vieilles, entre guillemets, étaient devenues plutôt inoffensives. Ensuite, expérience 2, je vois que les poules ont survécu à l'injection de bactéries fraîches du choléra. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la première injection de vieilles bactéries, d'accord, les a protégées contre les bactéries, les formes pathogènes de la bactérie. Et troisième expérience, ici, donc on a injecté des bactéries, entre guillemets, très très agressives à un lot de poules pourtant robustes, et bien je vois que les poules sont mortes du choléra. J'en déduis que les bactéries du choléra ont tué les poules, car ces poules-là n'étaient absolument pas protégées. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur la découverte faite par Pasteur? Eh bien qu'une vieille culture de bactéries contient des micro-organismes qui vont être atténués, donc inoffensifs. Alors le corps va pouvoir facilement les combattre. Ces défenses seront utilisées ensuite face aux mêmes bactéries beaucoup plus agressives. Alors quand on dit corps va combattre, on n'oublie pas derrière l'histoire des antigènes et des anticorps. Certainement que cette vieille culture de bactéries a déclenché, d'accord, la production d'anticorps anti, d'accord, choléra. L'injection donc de microbes inoffensifs protège contre la forme pathogène d'un microbe, c'est ce qu'on appelle le principe de la vaccination. Alors, maintenant, on va essayer de préciser à l'aide du tableau qui est en dessous si une vaccination consiste forcément à injecter une forme inoffensive du microbe. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, par exemple? Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, on va faire un peu d'histoire, en commençant par les travaux de Pasteur. Donc, dans ce tableau, vous avez la maladie, avec entre parenthèses la date de fabrication du premier vaccin, ensuite la façon dont le vaccin est préparé, et ensuite l'agent vaccinant, c'est-à-dire l'agent qui va déclencher la réponse immunitaire, c'est-à-dire la production d'anticorps par votre organisme. La rage, le premier vaccin contre la rage a été donc réalisé par Pasteur en 1885. À partir de quoi? De moelle épinière de lapin atteint de la rage et donc conservé à l'air sec pendant 14 jours. Donc 14 jours pour inactiver donc, le microbe responsable de la rage. Donc l'agent vaccinant sont des virus vivants mais atténués. Pour la tuberculose, dont le premier vaccin a été fait par Calmette et Guérin entre 1908 et 1921, eh bien cette fois on a pris des bacilles de la tuberculose bovine atténués après, attention, 13 ans de culture. 13 ans. Donc cette fois, l'agent qui va vous vacciner, qui va déclencher la réponse immunitaire, c'est un bacille vivant atténué. Dans le cas de la diphtérie, dont le vaccin remonte à 1923, eh bien on utilise la toxine diphtérique qui va être soumise à l'action d'une substance chimique qu'on appelle le formol et ensuite chauffée pendant 1 mois. D'accord? Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour obtenir une anatoxine, c'est-à-dire une toxine atténuée qui ne vous rendra pas malade, mais qui va vous vacciner, c'est-à-dire qui va déclencher chez vous la production d'anticorps spécifiques. Et pour l'hépatite B, eh bien, donc ce vaccin a été réalisé par l'Institut Pasteur entre 1975 et 1981. Eh bien, on utilise les enveloppes du virus qui ont été prélevées dans le sang de porteurs sains. D'accord? Et là, donc, on fait un vaccin à partir d'extraits du virus. Donc, ces lui, sont les extraits du virus, ces petits éléments qui étaient posés donc, sur la capsule, la capside, eh bien, qui vont déclencher la production d'anticorps. Donc, ces vaccins peuvent être des formes inoffensives du micro-organisme ou alors des extraits de virus ou alors des toxines atténuées. Enfin, dans tous les cas, même si les vaccins sont différents, le principe est exactement le même pour tous. Il faut que les antigènes du vaccin déclenchent une production d'anticorps spécifiques sans pour autant déclencher la maladie. Pour info, que contiennent les vaccins aujourd'hui? Eh bien, vous avez dans ces vaccins 5 composants essentiels. D'accord? D'abord, l'antigène, dont le rôle, c'est un principe actif, d'accord? C'est un agent infectieux atténué. Le but, c'est qu'il déclenche une réaction de votre système immunitaire. Le but de l'antigène, c'est de déclencher donc la production d'anticorps. On ajoute ensuite dans le vaccin un stabilisateur, c'est-à-dire
une substance chimique qui empêche la dégradation du principe actif, c'est-à-dire qui empêche la dégradation de l'antigène. Donc on va ajouter soit du lactose, saccharose, glycérine, albumine, gélatine, donc des substances qui ne sont pas dangereuses. Ensuite, on rajoute un conservateur dont le rôle va être d'empêcher la prolifération bactérienne. Bah oui, ce qu'on ne veut pas, c'est que votre vaccin soit contaminé par d'autres bactéries et qu'il dégénère. Donc pour ça, eh bien, on rajoute des produits chimiques, parfois avec du mercure dedans, du phénol, etc. etc. On ajoute aussi un diluant, pardon. Évidemment, c'est le liquide dans lequel se trouvent les éléments vaccinants, c'est-à-dire les antigènes, c'est ce qui va permettre l'administration du vaccin. Donc soit c'est de l'eau, soit c'est une solution saline, c'est pareil, des choses qui sont plus relativement peu dangereuses. Et les adjuvants, qui par contre ont un rôle de stimulation des défenses immunitaires pour rendre les vaccins encore plus efficaces. Et là, vous avez dans ces produits-là un élément qui pose problème, ce sont les sels d'aluminium. Donc les vaccins qui ont à l'intérieur des sels d'aluminium sont pour l'instant soumis à un certain nombre de questionnements. Donc si ça vous intéresse, allez voir donc sur internet les raisons pour lesquelles on se pose des questions sur les sels d'aluminium contenus dans les vaccins. Donc les deux, à la limite, éléments qui pourraient gêner dans un vaccin, qui posent problème, sont les conservateurs et les adjuvants. Alors, et ça c'est valable donc pour les vaccins qui sont à la fois obligatoires, qui ont été obligatoires depuis 2018, et puis pour les vaccins facultatifs. Voilà donc pour information. Alors, cinquième question, on va essayer de comprendre comment fonctionne le vaccin et pourquoi est-ce qu'il est efficace et pourquoi est-ce qu'on vous parle tout le temps de rappel. Donc ce qu'on veut, vous avez compris, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une injection, qu'on met en contact votre corps avec l'antigène, on veut impérativement que votre corps réagisse avec une production d'anticorps spécifiques. Donc regardez bien ce graphique, on a l'évolution du taux d'anticorps dans le sang en fonction du temps. Donc là, vous avez une partie qui est en rose qui correspond à une quantité d'anticorps qui n'est pas suffisante pour vous immuniser. Donc l'objectif, c'est quand même que vous le soyez immunisé dans le temps, contre une maladie précise. À la première injection, donc au premier contact avec l'antigène, on crée, rappelez-vous donc la mémoire immunitaire dans le chapitre précédent, on crée une réponse primaire, c'est-à-dire que les lymphocytes B vont produire quelques anticorps spécifiques. On le voit ici. On n'est pas encore dans la partie immunisée. Vous n'êtes pas encore immunisé. Vous avez réagi à cette première introduction, d'accord, d'antigène, donc de microbes atténués d'antigène, donc votre corps réagit, s'en débarrasse. Donc on fait une réponse suffisante pour se débarrasser des microbes atténués, mais pas pour être immunisé. Et à chaque rappel, d'accord, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, qu'on éloigne de plus en plus dans le temps, à chaque rappel, on va induire une réponse secondaire des lymphocytes B. Cette réponse, regardez bien, elle va être plus rapide, plus efficace. Et on va maintenir en mémoire un taux d'anticorps assez important. Au premier rappel, on voit qu'ici, on est à la limite entre l'immunisé et le non immunisé. Donc il faut très vite refaire un autre rappel, un deuxième rappel, pardon, pour pouvoir avoir une réponse encore plus rapide et plus importante. Regardez la lenteur avec laquelle le taux d'anticorps va descendre, mais là, on est encore très proche du non immunisé. Donc on fait encore un autre rappel pour induire encore une réponse immunitaire, plus rapide, plus importante, et surtout on garde en mémoire la rencontre avec l'antigène, de manière à garder cette fois un taux d'anticorps qui me permette d'être cette fois immunisé. Et pour bien clore le tout, être sûr que votre corps se rappelle, on refait un autre rappel plus tard dans le temps, 5 jusqu'à 10 ans après, pour pouvoir maintenir cette fois un taux d'anticorps, regardez bien ici, qui vous permet d'être véritablement bien immunisé. Donc à chaque rappel, on va induire une réponse secondaire des lymphocytes B plus rapide, plus efficace, avec une production d'anticorps spécifique de plus en plus importante, et surtout une mise en mémoire de l'antigène qui vous permet d'être immunisé à long terme. Voilà à quoi servent les rappels, tout le terme de rappel, à ce que votre corps se rappelle comment lutter, produire des anticorps contre un microbe précis, donc contre un antigène précis. Alors, pour information aussi, vous avez donc dans votre carnet de santé aussi l'obligation de bien suivre vos vaccinations et de bien suivre les rappels. Donc la question est, est-ce que vous êtes à jour dans vos rappels? Vous avez ici ce calendrier de vaccination 2019, donc très simplifié, avec l'âge auquel il faut donc se faire vacciner. Ici, les vaccinations obligatoires en bleu, donc certaines aussi le sont depuis le 1er janvier 2018, et puis les rappels suivants. Alors, je vous laisserai donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce carnet de vaccination parce qu'il n'y a que pour info. Donc, arrêtez la vidéo, regardez bien le nombre de rappels qu'il faut, et n'oubliez pas, par exemple, que pour le vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite, eh bien, regardez bien, vous avez été vacciné à 2 mois, à 4 mois, à 11 mois, mais aussi avec des rappels à 6 ans, 11 ans et 13 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans et plus. Donc si vous voulez vraiment être protégé contre ces 3 maladies, diphtérie, tétanos et poliomyélite, il faut bien penser quand vous serez adulte à continuer vos vaccinations.
D'accord? Alors on peut parler aussi du vaccin contre le papillomavirus ici, qui est un vaccin réservé aux filles. On en reparlera quand on fera avoir une sexualité responsable. D'accord? Sinon je vous laisse étudier le document tout seul, c'est vraiment pour information. Ensuite, toujours pour information, ce qui est important, c'est ce parcours vaccinal de la naissance jusqu'à 2 ans. Il a été essentiel pour vous, d'accord? Et il faut impérativement que les enfants soient tous vaccinés contre ces maladies. Alors lesquelles? Ces 11 maladies qui ont des conséquences extrêmement graves. Vous avez par exemple la poliomyélite. Vous avez évidemment les oreillons, la rougeole, etc., etc. Je vous laisserai donc regarder ce document. 11 maladies aux conséquences extrêmement graves, euh, qui pourtant sont facilement, j'allais dire, on peut lutter facilement contre elles en respectant le calendrier de vaccination qui est marqué ici, donc sur la partie à gauche. En France, vous avez plus de 70% des enfants qui sont déjà vaccinés contre ces 11 maladies. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment que tous les enfants soient vaccinés pour les protéger. Ça, c'est important. D'accord? Donc attention à ces maladies qui sont soi-disant infantiles, dont on imagine qu'elles sont peut-être pas très graves, elles ont quand même des conséquences assez graves, regardez bien, d'accord, qui peuvent aller jusqu'au même décès de l'enfant. Si on insiste sur les vaccins, donc petite enfance, c'est qu'il y a une raison. Avant même l'entrée, on le remarque bien, avant même l'entrée à l'école. Un petit bilan sur la vaccination, c'est donc une pratique qui est préventive, contre un antigène donné, par exemple le vaccin contre le virus de la grippe précisément. On va introduire donc dans le corps un antigène dont on a enlevé la toxicité. Donc sa présence dans l'organisme va entraîner une réponse immunitaire. Les lymphocytes B libèrent des anticorps spécifiques. Il y a formation donc de lymphocytes mémoire. Alors je vous ai mis un petit schéma très simple en dessous pour que vous compreniez bien. On introduit un microbe inactif, d'accord, microbe ou toxine ou extrait de virus. Le corps produit des anticorps. Je suis vacciné contre ce microbe. Ensuite, si le vrai microbe donc actif rentre dans le corps, il est reconnu par les anticorps que j'ai créés au cours de ma vaccination, et donc la maladie ne se développe pas. Voilà donc le principe. Alors, très important, la vaccination est une protection individuelle et collective. D'accord? On parlait de la vaccination des enfants, écoutez bien. Je fais vacciner mon enfant, donc à la fois je le protège. En le faisant vacciner, je protège son corps contre les risques d'infection. Mais je protège aussi les autres, c'est valable pour vous aussi. J'empêche les maladies de se propager, je protège les populations les plus fragiles. Sans vaccination, qu'est-ce qui se passe? La maladie se propage dans toute la population. D'accord? C'est ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Donc tout le monde risque d'attraper et de transmettre la maladie. Avec un taux de vaccination qui est insuffisant, la maladie se propage dans une partie de la population, d'accord, et seules les personnes vaccinées sont protégées. Ça, c'est ce qui se passe pour les gens, par exemple, qui ont produit des anticorps anti-Covid-19, par exemple. Donc, c'est une vaccination naturelle. Les gens se sont auto-immunisés, mais ce n'est pas suffisant pour protéger l'ensemble de la population. Regardez bien, la vaccination permet, elle, de protéger, d'avoir un taux de personnes suffisamment un taux suffisamment important de personnes qui contiennent des anticorps pour que ça protège tout le monde. Regardez, avec un taux de vaccination suffisant, la maladie ne se propage plus. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont vaccinées, à chaque fois, détruisent le microbe dans leur corps et empêchent leur propagation. D'accord? Et empêchent sa propagation. Donc, en faisant vacciner mon enfant et en me vaccinant, je fais un acte citoyen. Je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. J'espère que vous avez compris cette partie-là, sinon je leur expliquerai. Si vous voulez plus d'informations, allez sur vaccination-infoservice.fr. Donc actuellement, je précise que pour le Covid-19, il y a un vaccin qui est en cours de recherche, mais qui n'est toujours pas fabriqué. Donc on est plutôt dans cette situation-là, avec une immunisation naturelle des gens, d'accord, mais qui n'est pas suffisant. On s'est auto-vacciné, nous, ceux qui ont guéri sont vaccinés, entre guillemets, naturellement, mais le nombre de personnes qui ont des anticorps actuellement et qui sont immunisées n'est pas suffisant pour protéger tout le monde. Donc évidemment, il faut vite passer au stade de la vaccination. Et puis à la limite, ce qui est le mieux, si vous vraiment vous voulez faire un acte citoyen, c'est de respecter les consignes actuelles. Si vous voulez contaminer personne, écoutez, restez chez vous. Si vous ne voulez pas l'attraper, restez chez vous. Alors, on peut, en plus de prévenir, donc d'avoir une méthode efficace donc dans la prévention, on peut aussi renforcer les défenses du corps d'une personne, par exemple. Imaginez qu'elle soit malade et qu'on veuille la soigner. D'accord? Son système immunitaire ne permet pas de produire, par exemple, des anticorps, ou alors n'en produit pas assez, et on veut soutenir le corps de la personne. Alors, on va faire appel aux travaux de Dr. Roux, qui en 1894 découvre qu'il est possible de transférer une immunité du cheval à l'homme. Là, c'est quand même intéressant, puisqu'on est quand même entre deux mammifères, mais de deux espèces différentes. C'est un disciple de Pasteur qui va constater que si on vaccine un cheval, regardez bien le schéma ici, on va le vacciner avec des vaccins par exemple antidiphtériques, donc l'anatoxine, plusieurs fois, donc avec des doses de plus en plus élevées, et donc on déclenche une augmentation d'immunité chez ce cheval, donc une production d'anticorps en très très grande quantité dans son sang.
d'accord, dans le sérum de son sang. Donc ce cheval est hyper immunisé. Si on injecte du sérum de ce cheval à une personne qui est malade de la diphtérie, eh bien on va se rendre compte que la plupart du temps, les patients vont guérir grâce aux anticorps antidiphtériques apportés par le cheval. D'accord, donc ça, c'est le début de la sérothérapie. Alors pourquoi cette sérothérapie est un médicament qui soigne et pas une protection à long terme? Regardez bien ce graphique, on voit le taux donc dans le plasma d'anticorps antitétaniques, et là donc l'évolution donc dans le temps, sur 10 semaines. On fait une injection, donc on voit qu'après l'injection du sérum, eh bien, le taux d'anticorps anti-tétanique augmente en très grande quantité, et puis tout d'un coup, eh bien, ce taux va progressivement diminuer jusqu'à revenir à zéro. Au bout de la 5e semaine, 6e semaine, eh bien, on a un patient qui ne contient plus du tout d'anticorps contre la maladie, ici le tétanos, d'accord, dans son sang. Donc j'en déduis que, contrairement à la vaccination dont le but est de déclencher une production d'anticorps spécifiques pour être immunisé, eh bien, la sérothérapie, elle offre une aide au corps. Hein. C'est un soutien pendant quelques semaines seulement. On voit très bien par rapport à la vaccination. On a une courbe ici avec donc, chaque rappel. Hein, si j'injecte la toxine tétanique, je vois que j'ai mon taux par contre d'anticorps qui devient à chaque rappel de plus en plus important. Et surtout, j'atteins ici un taux d'anticorps dans le sang qui me permet d'être immunisé. Donc la sérothérapie est une méthode plutôt curative qui soigne contre un antigène donné, d'accord. Et puis on va introduire dans le corps les anticorps déjà tout prêts, hein, donc des anticorps spécifiques contre un microbe ou une toxine. Donc les anticorps neutralisent rapidement les antigènes et puis les phagocytes détruisent les complexes antigènes-anticorps comme vous l'avez appris. Donc c'est vraiment une méthode de soutien, c'est un médicament, ça soigne, c'est curatif. Si on veut comparer avec la vaccination et faire un bilan général, eh bien, ma vaccination est basée sur le principe donc de rechercher, de préparer un antigène à virulence atténuée, alors qu'à la sérothérapie, on fabrique les anticorps, d'accord, en immunisant, en hyper-immunisant un donneur. Ensuite, le vaccin, je fais des injections successives, donc des rappels, pour que, eh bien, il y ait, regardez bien en dessous, mode d'action, une mémoire immunitaire et un taux d'anticorps dans le sang suffisant pour que si la maladie arrive, vous soyez donc prêt à réagir. Alors que dans le cas de la sérothérapie, on va injecter dans votre corps, à travers le muscle, donc une dose massive d'armes. D'accord ? Tout ça pourquoi ? Pour que votre corps utilise ces armes, d'accord, contre les antigènes, c'est-à-dire qu'elles neutralisent les antigènes pour que vos propres défenses puissent surmonter l'infection. Donc, avec la vaccination, on a une protection sur plusieurs années, d'accord. Et là, on a une protection sur quelques semaines. Donc, ce n'est pas du tout le même objectif. Hein. Autre manière de soigner, donc une méthode curative, donc n'oubliez pas, méthode préventive avec la vaccination, méthode curative avec la sérothérapie, et puis on peut carrément attaquer directement certains microbes avec les antibiotiques. Donc le premier antibiotique a été découvert en 1928 par Alexander Fleming, donc c'est le scientifique qui est ici un bactériologiste anglais, qui avait ensemencé donc des boîtes de pétri, vous le voyez ici avec des staphylocoques, on voit donc les bactéries les colonies de bactéries qui sont là, de staphylocoque doré, d'accord. Et il y a une des cultures qu'il avait oubliées sur sa paillasse. Donc ça l'a quand même attiré parce qu'il a vu cette zone blanche, d'accord, une moisissure qui s'était développée donc dans la boîte de pétri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la moisissure, regardez ici, il y a une zone qui est là, entre la moisissure et donc les staphylocoques, c'est ce qu'on appelle une zone d'inhibition. Et il n'y a plus autour de la moisissure, d'accord, plus du tout donc de staphylocoque. Donc il en a déduit que le champignon, donc la moisissure, avait produit une molécule qui avait inhibé à distance le staphylocoque. Donc il a préparé un filtrat à partir de cette moisissure qu'il a nommé donc pénicilline. Et il a constaté, surtout ce qui est très intéressant, c'est que cette solution, ce filtrat, avait un fort pouvoir bactéricide, d'accord, donc contre les bactéries, et une très faible toxicité pour l'homme, ce qui était intéressant pour la fabrication d'un médicament. La pénicilline n'a été purifiée qu'en 1940 et le premier patient atteint de septicémie à staphylocoque doré a été traité en 1941. C'est quand même relativement long. Vous voyez, la fabrication quand même soit d'un vaccin, soit d'un médicament, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc depuis cette découverte, plus d'une centaine d'antibiotiques ont été produits. Alors, des antibiotiques qui ont un impact, qui sont dirigés contre certaines bactéries. Hein, donc, ils sont vraiment des armes aussi dirigées contre certaines bactéries. Et certaines bactéries, rappelez-vous, résistent à certains antibiotiques. Plus on va se servir d'antibiotiques, plus les bactéries vont résister. Donc, il faut faire attention aussi à la prise d'antibiotiques. Bien la gérer. Antibiotique fait référence à bio, c'est-à-dire la vie. C'est une substance produite par des champignons, soit donc des moisissures, ou alors par des bactéries, ou synthétisée en laboratoire et qui a la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries et parfois de les détruire. Ça veut dire que certaines bactéries tuent des bactéries. D'accord ? L'antibiotique est inefficace contre les virus puisqu'il va bloquer ce qui est vivant, donc empêcher la multiplication des bactéries ou alors les détruire. Donc ça ne marche pas sur un virus, on n'a pas du tout affaire à la même famille de micro-organismes. Donc
antibiotique contre les bactéries, complètement inefficace contre les virus. Et surtout, n'oubliez pas qu'on teste l'efficacité des antibiotiques, ça on l'avait déjà vu, sur les bactéries grâce à des antibiogrammes, rappelez-vous, donc ces boîtes de pétri, dans lesquelles on va coller donc des petites pastilles. Là, vous en avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastilles d'antibiotiques différentes. Dessus, vous avez donc des colonies bactériennes qu'on a laissé donc se développer. Et puis on regarde un tout petit peu quel antibiotique va avoir la zone d'inhibition la plus grande. Par exemple, ici, pour notre exemple, eh bien, c'est cet antibiotique qui visiblement sera le plus efficace contre la bactérie donnée. Pour résumer, donc ce chapitre, on se rend compte qu'on peut soutenir le corps, aider le corps à lutter contre certaines infections s'il est vraiment un petit peu débordé, grâce aux connaissances des fonctions du système immunitaire et principalement la connaissance de la réaction des antigènes, du corps face aux antigènes, donc la production d'anticorps. Donc ces pratiques médicales vont permettre d'avoir soit des méthodes préventives, la vaccination, d'accord, le vaccin correspondant à des microbes ou toxines rendus inoffensifs. On va acquérir, d'accord, une immunité spécifique qui ne va pas être immédiat, d'accord, mais qui va être durable. Donc il va falloir faire des rappels. Et puis on peut avoir aussi des pratiques médicales plus curatives, par exemple la sérothérapie, où on va injecter le sérum dans lequel on y aura déjà des anticorps tout près, des anticorps tout près provenant d'un autre organisme. Donc on va acquérir passivement, d'accord, une immunité spécifique. C'est pas vous qui la produisez, donc c'est une action immédiate, c'est une action surtout de courte durée. Donc c'est vraiment pour soigner, c'est curatif. Autre méthode curative, dirigée contre les bactéries seulement, alors que la sérothérapie peut être dirigée contre les virus ou contre les bactéries. Eh bien, se rappeler qu'un antibiotique est une substance d'origine naturelle produite par un micro-organisme et qui même à faible concentration, va inhiber la croissance ou détruire les bactéries. Donc c'est vraiment j'inhibe la croissance, je détruis certaines bactéries. Donc, mais attention, pour que l'antibiotique soit efficace, il faut respecter les doses prescrites, respecter la durée du traitement et surtout ne pas l'interrompre et ne pas utiliser les antibiotiques d'un traitement précédent ou du traitement de quelqu'un d'autre. Voilà donc pour ce chapitre sur aider donc le corps à se défendre, soit par la vaccination, méthode préventive, soit par la sérothérapie ou la prise d'antibiotiques pour des méthodes curatives qui soignent. Si vous avez des questions, ce sera dans Pronote. Merci beaucoup.